Après vous avoir parlé de Manchester United, de Liverpool, d'Everton, de Chelsea, aujourd'hui on parle de mon club. Bonjour à tous et bienvenue dans PL Show, votre émission 100% Première Ligue. Et aujourd'hui les mecs on se retrouve pour l'autopsie de Sunderland. On avait tourné une émission avec Reda, que pour les plus anciens vous connaissez. Euh, Malheureusement, voilà, son upload a sauté. Donc j'ai décidé de quand même vous sortir une vidéo, mais cette fois-ci en solo, un peu à la Willou, avec des slides, etc. Donc voilà, il y aura des petites coupures, un peu de montage. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. Donc on va tout de suite revenir sur la saison dernière où Sunderland a fini 7ème de Première Ligue. Une saison complètement dingue, voilà, c'est assez fou. C'est vrai que s'il y a 2 ans, on nous aurait dit ça, quand Régis Lebris a signé à Sunderland, qu'on venait de finir 16ème de Championship, bah, personne ne l'aurait cru en fait. Déjà, tu nous aurais dit on monte en Première Ligue. Je pense que tout le monde aurait été très content. Au final, tu fais mieux que ça, tu montes, tu te maintiens rapidement. Tu es dans la course à la Coupe d'Europe toute la saison. Au final, sur la dernière journée, tu vas la chercher sur un finish contre Chelsea plutôt dingue. Donc non, franchement, la saison était dingue. Maintenant, voilà, il y a une question qu'on peut aussi se poser sur Sunderland. Est-ce que l'équipe aurait pas surperformé l'année dernière? Et la réponse, c'est oui. Voilà, là, c'est le classement de Première Ligue avec les XG. Voilà, Sunderland est relégable. Sunderland perd 11 places si on se fie au but qu'ils auraient dû encaisser et au but qu'ils ont mis. Maintenant, voilà, la surperformance, pour moi, c'est une surperformance des joueurs, parce qu'en fait, on s'attendait peut-être pas à ce que les joueurs soient si forts. C'est peut-être les joueurs qui ont suroptimisé tout ce qu'ils avaient comme occasion, tout ce qu'ils avaient comme phase de jeu, comme phase défensive. Maintenant, c'est pas pour rien, tout ça. Et on va voir pourquoi. Donc voilà, je vous ai pris là cette petite déclaration de Habib Diarra sur le rôle de Régis Lebris. L'entraîneur nous dit toujours que nous sommes comme une famille ici et que nous nous battons les uns pour les autres. Nous sommes tous fiers les uns des autres. Et ça pour moi c'est une déclaration qui n'est pas anodine parce qu'on a vraiment ressenti ça pour moi. Sunderland, il y a beaucoup de très bons joueurs cette saison, comme on va en parler plus tard, mais des Enzo Lefebvre, des Granit Xhaka, des Brian Brobbey, etc. Mais je pense que c'est avant tout un collectif, une famille, comme dit ici Habib Diarra, pardon, des mots de Régis Lebris. Et franchement, ça s'est vraiment ressenti parce que on a vraiment senti une équipe qui défendait ensemble, qui attaquait ensemble. Et c'est assez rare à voir dans le football moderne aujourd'hui. Donc c'est quand même, je pense, à souligner dans la performance de Sunderland. On peut aussi ajouter à ça une forme excellente à domicile, voilà, avec seulement 4 défaites et quand même une invincibilité tenue jusqu'au, je crois, au mois de février, voire mars à domicile et une défaite contre Liverpool, si je ne m'abuse. Donc voilà, on a eu aussi beaucoup de matchs charnières dans la saison. On a très bien commencé avec une victoire à West Ham. Euh, on va en parler après, mais ce match à Brentford, pour moi, lance quelque chose qui va être après courant dans la saison, mais comme vous le voyez, on n'est jamais descendu plus bas que la 13e place. Justement, après, tu remontes après des belles victoires contre Newcastle et Tottenham. C'est une équipe Sunderland en fait qui n'a jamais arrêté d'y croire toute la saison, et même pendant les matchs, ils n'ont jamais arrêté d'y croire. Je pense notamment du coup voilà à cette première journée contre Brentford où tu réussis à gagner dans le temps additionnel. Je pense à ce match contre Chelsea à la 10e journée où encore une fois tu vas gagner le temps additionnel. Je pense à ce match contre Arsenal où tu égalises dans le temps additionnel. Euh, il y en a d'autres, hein, évidemment. Je pense à ce match contre Bournemouth où voilà, tu es mené 2-0, tu arrives à retourner le score à 3 buts à 2. Bah pareil, Newcastle, c'est pareil, tu gagnes dans les dernières minutes. Everton, tu gagnes pas dans les dernières minutes, mais tu es mené et tu arrives à retourner la situation. Donc voilà, Sunderland, c'était une équipe qui, cette saison, nous a appris qu'elle n'était jamais morte. Que c'est une équipe qui était toujours, qui avait toujours des ressources, pardon, pour revenir dans les matchs. Et ça, je pense que c'était ça, la plus grosse force de Sunderland. Et tu peux pas avoir cette force-là si tu n'es pas une famille, comme dit Habib Diarra. J'aimerais aussi revenir sur les saisons de quelques joueurs qui nous ont du coup amenés ici, qui nous ont quand même amenés en Europa League, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, je pense qu'on peut ressortir quelques leaders de cette équipe, notamment Robin Roofs. Je pense, voilà, un des meilleurs gardiens de la ligue. On va aller un petit peu voir ça en détail. Donc voilà, on est sur la fiche Data Scout de Robin Roofs. Comme vous pouvez voir, j'ai pas payé le, le Data Scout Pro, peut-être plus tard. Euh, mais ça peut quand même nous donner quelques petites indications. Voilà, je vous laisse voir un petit peu le camembert, avec notamment on voit que dans les duels aériens, ce qui est d'ailleurs pas forcément en corrélation avec ce qui est dit après, mais je trouve que ce qui est dit après est quand même très vrai. On le voit, hein, cette saison, il a une petite blessure de 8 jours où il était suppléé par Elborg, mais c'est quand même pas,
pas le truc le plus important à souligner. Voilà, moi ce qui va m'intéresser ici, plus pour Robin Roos, pardon, c'est ici. Voilà, comme on le dit, comme il a dit, arrête une grande majorité des tirs cadrés. Ça c'est vrai, réalise des arrêts décisifs au-delà des attentes. C'est un gardien qui nous a sauvé énormément de points, Robin Roos, cette saison. C'est pas pour rien qu'il était pisté par Chelsea, pisté par le Bayern Munich. C'est un gardien vraiment qui est très très bon. Des arrêts qui sont des fois un peu non conventionnels, mais des arrêts qui sont là. Comme on le voit, il a du déchet dans ses passes, ça c'est vrai aussi. Et il perd aussi souvent ses duels aériens. Alors la majorité, je trouve que c'est un petit peu dur, mais il a tendance, c'est vrai, à perdre des duels dans la surface, etc. Mais par contre, souvent, il va perdre le duel dans la surface et revenir sur la ligne. Donc c'est ça aussi qui est assez fou avec notre ami Robin Roofs. Et ensuite, comment ne pas parler d'Alderete, la Furia paraguayenne, 10 millions d'euros recruté par Sunderland, un joueur de Retafe, ça ne m'étonne pas. Quand on me dit qu'il joue à Retafe, c'est un joueur qui honnêtement, on le voit, peut-être un petit peu dur, voilà, dans l'action défensive, je ne sais pas vraiment ce qu'ils entendent comme ça, mais il a l'air d'être très mauvais. On va voir un petit peu ce qu'ils disent de lui. C'est la première fois que j'utilise Data Scout, j'avoue que je ne connaissais pas forcément ça. Alors voilà, je suis pas énormément d'accord parce que dispute peu de duel défensif, je trouve que c'est pas vraiment ce qu'on pourrait lui reprocher. Par contre, c'est vrai qu'il peut avoir du déchet balle au pied. Par contre, voilà, c'est quelqu'un qui, comme ils disent, dispute beaucoup de duels aériens, dispute beaucoup de duels en fait, tout court. Moi, je suis pas forcément d'accord avec Data Scout. Je trouve que c'est un joueur qui dispute beaucoup de duels, qui va souvent justement être le premier sur les duels. Et on en a vraiment besoin. C'est souvent c'est ce premier récupérateur, tu sais, au milieu de terrain, quand l'équipe essaye d'allonger, c'est lui ou le joueur qu'on va voir juste après, bah, d'ailleurs on va même aller voir dès maintenant, c'est lui ou lui en fait, c'est ces joueurs qui te sortent un peu dans les pieds pour aller te récupérer la balle du coup un peu haut, tu sais, dans la partie de terrain adverse. Et honnêtement, ouais, Dan Ballard, on le voit, hein. Donc voilà, 99 en duel aérien disputé, ce n'est pas rien. C'est un joueur, franchement, moi, Dan Ballard, j'adore. C'est un joueur qui est là depuis la Ligue 1. C'est un joueur qui n'hésite pas à aller au duel. C'est un joueur qui aime mouiller le maillot, qui aime salir le short. Et on aime ça. On aime évidemment ça. Et voilà, c'est un joueur qui, en plus, est très très bon. Voilà, quand on le voit, dispute beaucoup de duels aériens, subit beaucoup de fautes. C'est vrai aussi, mais il en fait aussi beaucoup. Mais en fait, vu qu'il va souvent au duel, qu'il va souvent au contact physique, on le sait en première ligue, c'est pas tout le temps sifflé. Donc il peut des fois arriver à retourner un peu l'arbitre contre lui parce que bah, les attaquants ils pètent un câble en fait contre Dan Ballard. Donc voilà, grosse mention aussi à Renildo, à Denis Sirkin aussi qui est parti à Queen's Park Rangers. C'est assez dommage, Reda avait fait un bel hommage sur lui dans la vidéo du coup qui n'est pas sortie. Denis Sirkin et Renildo, ouais, très très grosse saison de Renildo. Pareil pour Trey Hume, très très grosse saison. Pareil, il est là depuis la Ligue 1, Trey Hume. C'est honnêtement, c'est très très fort. Il a toujours su se mettre au niveau, donc très bon. Moi, l'autre grande satisfaction de la saison, pour moi, c'est lui en fait. C'est littéralement Nordi Mukiele. Nordi Mukiele, plus personne le voyait à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai des amis à moi parisiens. Ils me disaient, ouais, Mukiele, tu vas voir, c'est un peu moyen. Euh, il aime beaucoup la fête. Peut-être que c'est aussi dû au fait que Sunderland, c'est pas une ville où il fait bon faire la fête. Mais en tout cas, ce leader absolu. Alors, il a eu une bonne blessure quand même cette saison, il faut le dire. Mais malgré ça, il a quand même joué 34 matchs cette saison. Euh, une saison complète, honnêtement. 32, pardon, pas 34, mais avec les coupes peut-être, parce que là, c'est vrai qu'il compte que la première ligue où il voyait, même 35 pour être exact, parce qu'il a joué un peu en League Cup contre Huddersfield. Franchement, top joueur. Leader absolu de la saison. Il peut jouer aussi bien latéral droit que défenseur central. Il est bon dans les deux cas. Un leader que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il nous a aussi apporté quelque chose avec des touches longues. Touches longues, voilà, ça a été aussi une arme, même si on n'a pas forcément marqué sur touche longue directe. Ça nous a peut-être apporté derrière des situations, des occasions de but. Donc ça nous a mis pas mal. Évidemment, comment ne pas parler de Granit Xhaka. Bon, on va faire rapidement parce que vous savez que sur la chaîne, j'en ai souvent parlé de Granit Xhaka, mais voilà. Meneur de jeu reculé, leader du vestiaire. Il est un peu arrivé comme Zlatan est arrivé au PSG, si vous voulez. Il est arrivé, il a dit non, ça, il faudrait changer ça et tout. Il a rendu le club beaucoup plus professionnel. Pour un club qui ne demande qu'à progresser, c'est parfait. Voilà, et sinon dans le football, on l'a déjà dit, mais meneur de jeu reculé,
un football à la Pirlo cette saison. Franchement, c'est dingue. C'est le leader, que ce soit dans le vestiaire et sur le terrain. La mauvaise passe de Sunderland ne correspond pas au moment où on avait 8 joueurs à la CAN, elle correspond au moment où Granit Xhaka était absent. Donc voilà, dans ce qu'ils disent, c'est vrai qu'il court peu, enfin il court peu à haute intensité, on va pas se mentir, mais en fait il n'a pas besoin de courir beaucoup à haute intensité parce qu'il est toujours placé au bon endroit sur le terrain. Il va toujours être là où la balle doit arriver pour une interception, il va toujours demander la balle là où il doit la demander par rapport à son poste, mettre la balle là où il doit la mettre. C'est le joueur parfait qu'il nous fallait. Il y a eu des rumeurs sur le fait qu'il parte, au final il n'est pas parti et j'en suis très content. On va passer maintenant à une des révélations de cette saison en Première Ligue, Noah Sadiki. Noah Sadiki, le milieu congolais qui était à la CAN et même à la Coupe du Monde, qui a fait d'ailleurs un super match contre le Portugal et même contre l'Angleterre. Voilà, c'est le milieu moderne par excellence, un milieu qui court partout, qui a 6 poumons, qui te rentre dedans. Voilà, il est pas très grand, on le voit, 1m74. Par contre, je peux te dire qu'il en a mis au sol des autres milieux de terrain et sans faire faute. Balle au pied, c'est pas mauvais. On le voit là en course progressive, en passe vers la surface. Alors en termes de passe progressive et passe réceptionnée, c'est pas le meilleur. Voilà, on va pas non plus se mentir. Qu'est-ce qu'ils disent tes scouts en plus et en moins sur lui? Très bonne pointe de vitesse, tente beaucoup de dribbles, c'est vrai qu'il a ce truc de dribbleur. Il marque peu, c'est pas faux non plus, alors qu'il se procure pas mal d'occasions. Donc c'est vrai que c'est comme ils disent, hein, c'est un axe d'amélioration. Maintenant voilà, je pense que Noah Sadiki, ça doit être une des pierres angulaires du projet de Sunderland. C'est le genre de joueur qui a quand même un profil top club, on va pas se mentir. Mais il a l'air d'être parti pour rester cet été. Et moi, ça me va parce que je pense qu'il y a même moyen de choper un très gros billet sur lui. On va tout de suite passer sans coupure au prochain joueur. Voilà, j'en avais parlé sur la chaîne de Mehdi, c'était mon joueur à suivre du côté de Sunderland. Enzo le fait. Enzo le fait, que dire? Que dire sur ce mec? Il est arrivé quand on était en Championship. C'est Régis Lebris qui l'a fait venir, ni plus ni moins. Et ben, c'est un joueur de malade mental. 6 buts, 6 passes D cette saison pour Enzo Lefebvre. Mais voilà, un Enzo Lefebvre qui était et meneur et ailier, même si voilà, il jouait pas vraiment en wingman, et milieu central. Enfin, honnêtement, c'était magnifique. Et il sait tout faire en fait, ce joueur, il sait tout faire. Moi, il y a une action qui, pour moi, le résume parfaitement. C'est le dernier match contre Chelsea où en fait, il vient te récupérer la balle. On le voit, hein, action défensive. Alors encore une fois, je sais pas vraiment ce qui sous-entend. Ok, duel, interception, tacle. Le mec est dans le 99 centiles quoi. C'est énorme. Voilà, c'est un joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne, même dans un championnat comme la Première Ligue, qui physiquement c'est mis au niveau. Enfin, honnêtement, si tu le vois sur le terrain, c'est un pitbull. Et voilà, je pense que lui, pour le coup, c'est vraiment le mec autour de qui tu dois construire à Sunderland parce qu'il se plaît ici. Sa famille se plaît ici aussi. Et voilà, je pense que c'est vraiment un joueur sur qui tu dois construire à l'avenir. Enzo le fait. On va voir ce qu'ils nous disent rapidement en contre et plus. Dispute peu de duels offensifs. Alors là, je suis clairement pas d'accord. Court peu à haute intensité, je suis très peu d'accord aussi. Ne fait pas progresser le ballon par la course, je suis pas d'accord non plus avec ça. Mais si je trouve qu'il fait beaucoup plus progresser le ballon par les passes, Enzo le fait, c'est quelqu'un qui va beaucoup faire progresser le jeu par les passes, même à gauche. Maintenant, voilà, je pense que je suis pas du tout d'accord avec eux. D'ailleurs, ils se contredisent un petit peu quand ils disent a besoin de peu de tirs pour marquer, et d'un autre côté, cadre peu de tirs. C'est pas hyper cohérent, on va dire. Donc, on va peut-être arrêter d'aller voir ses points forts et ses points faibles. Évidemment, je tiens à dédicacer la belle saison de Chris Rigg, la saison encourageante d'Habib Diarra. Simon Adingra, on va en parler après dans les départs. Les 6 premiers mois un peu moyens de Nilsson Angulo, Romain Mundel qui a bien dépanné, Shemdin Talbi c'était très encourageant pour sa première saison, Wilson Isidore pareil, Elzer Maenda qui est parti pour une belle somme au Stade Rennais, Abdoulaye qui est parti aussi, mais voilà, moi j'aimerais surtout les mecs là du coup vous parler en fait d'un mec de Big Brian Brobby. Wow, quel joueur. Alors la phrase que j'aimais bien dire, c'était il y a personne qui joue comme Broby. J'ai vu Brian Maggio avec Aston Villa, on est un peu là-dedans, mais Broby c'est tellement technique aussi. Je pense que tous les supporters de Première Ligue, ils ont tous été choqués par Broby cette saison. Il a bougé tous les défenseurs de Première Ligue et souvent sans faire faute en fait. C'est un monstre physique, mais quand je vous dis un monstre physique, j'ai jamais vu ça. Et pourtant, vous voyez, il fait 1m80, c'est pas le monstre d'1m90.
Mais voilà, c'est très très fort Brian Broby. Je crois que c'est 8 buts la saison dernière, si je ne me trompe pas. Euh, je vais vous dire ça tout de suite. C'est 7 buts. 7 buts en première ligue l'année dernière. Mais voilà, une saison très très encourageante. Où aussi il a démarré le début de saison remplaçant. C'était Isidore le titulaire l'année dernière. Donc voilà, très encourageant Brian Broby. Et je suis très hypé de voir la suite. Je sais que le Bayern était sur lui. Donc ça veut aussi dire ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'en première ligue, c'est le genre de profil qui te. Parce que tu sais, ok, il a marqué que 7 buts, mais Brian Broby, il va t'avantager dans la construction du jeu, c'est incroyable en fait. Avec Brian Broby, tu es en galère, tu dégages la balle sur lui, mais même s'il y a 4 défenseurs autour de lui, t'inquiète pas qu'il va la protéger la balle. Et derrière, il va te faire une belle déviation pour faire progresser le jeu. Donc honnêtement, Brian Broby, c'est grosse win, grosse win de la saison. Donc voilà, tout ça a mené à une qualification en Coupe d'Europe. D'ailleurs, vous voyez, hein, je ne m'y trompe pas, hein, pour moi, je vous ai dit les joueurs les plus importants cette saison. Donc il y avait Sadiki aussi, mais il y avait Mukiele, Xhaka, Roufs, Enzo Lefebvre. C'est ceux que le club a choisi de mettre en valeur, avec évidemment Chris Rigg, formé au club, et Régis Lebris, l'entraîneur. Et justement, on va parler de Régis Lebris parce qu'on va se demander, est-ce que Sunderland a changé de statut? Parce que c'est vrai que ça a été, c'est quasiment du jamais vu. Je crois que c'est la 3e fois que ça arrive qu'une équipe promue se qualifie directement en Coupe d'Europe. Donc est-ce que Sunderland a vraiment changé de statut et est devenu un club du milieu au tableau? Moi je vous dirais non. Cependant, je pense que c'est une saison charnière dans le changement justement de statut de Sunderland. Pas dans le sens où Sunderland pour moi doit rejouer l'Europe, parce que pour moi Sunderland n'a pas comme objectif de rejouer l'Europe cette saison. Pour moi Sunderland doit viser entre la 8e et la 12e place. Alors après, si tu peux viser plus haut, on va pas s'en interdire, évidemment. Mais en fait, pour confirmer, parce que voilà, on a déjà vu des équipes aller en Europe et derrière galérer, exemple Nottingham Forest cette saison. Et donc, si tu arrives à faire une saison où tu es maintenu assez rapidement, tu es dans ce milieu de tableau, tu arrives à jouer, à être du coup un peu toujours dans la course, toujours y croire en fait pour l'Europe, jusqu'à la, je sais pas, la 30e journée à peu près, jusqu'au mois d'avril, jusqu'au mois de mars, bah, je trouverais que ce serait bien. En fait, si tu acquies ton maintien sans souffrir, je pense que ce serait une belle saison. Et là, pour le coup, on pourra parler de changement de statut. Et justement, en parlant de changement de statut, on va revenir sur cette déclaration de Kyril Dreyfus au mois de novembre au micro de Canal+, où il avait dit, au micro de leur boulot, même si on veut être précis, la Ligue des Champions, un rêve? Non, c'est un objectif. Et beaucoup l'ont pris à la légère à ce moment-là. Pas les fans de Sunderland, pas les connaisseurs de Première Ligue, parce que et même les connaisseurs de la famille Louis Dreyfus, je pense notamment aux fans marseillais, parce que Kyril Dreyfus est très riche, et Kyril Dreyfus aime beaucoup le football et est très ambitieux. Et il ne vient pas à Sunderland pour devenir un club moyen de Première Ligue. Non, 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 non. Il l'a dit, c'est un objectif, aller en Ligue des Champions. Devenir un club de Ligue des Champions dans les 5 prochaines années, être un club qui va en Ligue des Champions régulièrement, c'est un objectif du club. Bon, évidemment, nous en tant que supporters, ça nous fait rêver. Maintenant, il faut être aussi un petit peu réaliste et savoir que ça va être très dur. On est en première ligue. Des clubs comme Aston Villa galèrent à retourner en Ligue des Champions tous les ans. Ils y arrivent, mais pas forcément tous les ans. Et c'est un combat de chaque instant. La première ligue ne pardonne pas. Donc, il va falloir être très malin dans les recrutements, très malin dans les choix de coach aussi. Est-ce qu'on garde encore Régis Lebris? Est-ce qu'on va chercher un coach potentiellement mieux? Là, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose de mieux sur le marché. Donc, autant garder pour l'instant Régis Lebris avec qui le groupe fonctionne bien. Mais attention, parce que la première ligue, ça pardonne pas. Et il suffit d'une mauvaise saison, d'un mauvais mercato, et tu peux vite te retrouver la queue entre les jambes. Et quand je dis la queue entre les jambes, c'est dans les 3 derniers et être relégué en Championship. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que la saison dernière de Sunderland, c'était pas une norme, c'était une saison exceptionnelle, mais que ça tend progressivement dans les 3 ou 4 prochaines années à devenir une norme, ce genre de saison pour les Black Cats. On va passer au mercato avec cette belle double photo de Thomas Meunier. Bah, tout simplement, c'est simple, c'est la seule recrue. Un mercato étonnamment calme, malgré de nombreux besoins ciblés par le coach et par la direction, notamment un arrière-gauche, notamment un milieu de terrain, notamment un ailier droit, et potentiellement même un autre milieu de terrain et un central. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs à recruter. Bon, actuellement, oui, on est le 13 août où je tourne, vous verrez cette vidéo le 14. Mais ça fait pas beaucoup. On va voir un petit peu les pistes que Sunderland a fait. Avant tout, on va revenir un peu sur les départs depuis le début du mercato. Donc pour l'instant, on a Eliezer Mayenda qui a été vendu à Rennes. On a Anthony Patterson qui vient de rejoindre Wrexham. Donc on va revenir un petit peu là-dessus. Eliezer Mayenda, très bon joueur. Joueur qui nous avait permis de monter en première ligue, qui même l'année dernière a mis ses petits buts et a été bon quand on a fait appel à lui.
Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est un joueur avec un gros potentiel. On a un Wilson Isidore qui marche bien, surtout là sur cette préparation et sur cette Coupe du Monde. Donc potentiellement, il a peut-être aussi envie de rester et de jouer l'Europe chez nous. En tout cas, pour moi, il est devant Mayenda dans la rotation. On a Brian Brobeck qui est devenu indiscutable en pointe de par son utilité dans le jeu. Donc c'est assez logique de la part de Mayenda d'être parti. Euh, Assez dommage peut-être de le voir à Rennes, là où il y a quand même Esteban Le Paul qui va le freiner. Alors on sait qu'il peut jouer sur les côtés, Mayenda, mais assez dommage de le voir à Rennes. On a Anthony Patterson aussi, qui a été revenu de près de Millwall et qui quitte le club pour rejoindre Wrexham. Donc voilà, il était au club depuis ses 16 ans. Donc, enfin depuis 16 ans, pardon. Donc on va lui souhaiter une bonne chance pour la suite et on espère évidemment le revoir en première ligue avec Wrexham. Dan Neil, Bertrand Traoré, pardon, Niall Huggins avait déjà quitté le club en fin de contrat. Donc maintenant, on va voir un petit peu les pistes que Sunderland a eues, en commençant notamment par l'arrière gauche. Dayan Metali, le défenseur gauche de Toulouse. Sunderland est très 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 chaud dessus. Malheureusement, Toulouse en demande beaucoup. Toulouse en demande 40 millions, le Sunderland en propose 35. 40 millions, c'est beaucoup pour un joueur de Ligue 1. Maintenant, c'est vrai que c'est un joueur qui est quand même décrit par beaucoup de suiveurs de Ligue 1 comme un crack absolu, comme un joueur qui potentiellement pourrait rallier l'équipe de France dans les prochaines saisons. Donc honnêtement, c'est très intéressant. Après, à voir au prix que Toulouse le demande, mais moi personnellement, je prendrais ce type de joueur. Voilà, là on le voit dans les stats avancées, c'est vraiment très bon. On a dit qu'on regardait pas les plus-moins parce que voilà, c'était pas forcément, enfin dans les points forts et axes d'amélioration, c'était pas forcément très représentatif, donc on va pas regarder ça. Mais voilà, on peut pas regarder de compil en live sur YouTube malheureusement. Mais moi je suis très très hype pour Dayan Metali. Maintenant on a une autre piste qui s'est activée il y a pas longtemps. Si justement Metali ne se faisait pas, malheureusement c'est très cher aussi. On est sur El Hadji Diouf. Alors El Hadji Malik Diouf, même si je dois être plus précis, j'ai adoré. Je ne le connaissais pas avant qu'il signe à West Ham l'année dernière en Championship. Oui, en Championship cette année du coup, mais l'année dernière en Première Ligue, il m'a fait kiffer le joueur, j'ai adoré. Donc honnêtement, hâte de voir si on va lequel arrière gauche on va prendre. Peut-être que ce sera aucun des deux. J'espère que ce soit un des deux quand même parce que ce soit El Hadji Diouf, j'adore. Dayan Metali, je suis hype. Donc honnêtement, ça m'intéresse fortement. On va passer maintenant à un autre dossier du mercato, l'ailier droit. Bon, en ailier droit, on avait plusieurs pistes depuis le début du mercato. On avait Mathias Soulé qui, moi, personnellement, était ma piste préférée parce que, bah voilà, euh, ce joueur, à chaque fois que je le vois jouer, il m'impressionne. Je le trouve trop fort. Malheureusement, c'est un petit peu refroidi. J'ai l'impression que Mathias Soulé irait plus du côté du Milan AC, je crois, j'ai vu. J'en suis pas sûr. De toute façon, là, c'est de la Serie A, donc ça nous intéresse peut-être un petit peu moins. On a eu aussi une rumeur pendant le début du mercato sur Ronny Bargi. Ronny Bargi, pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le joueur. Sur le peu qu'on l'a vu avec le Barça, c'est très bon. C'est très bon. C'est encore jeune, c'est encore à polir, mais honnêtement, pour Sunderland, ça aurait été une très très belle recrue. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi un petit peu calmé là-dessus. Et là, le dossier qui est le plus chaud, ce serait lui. Ce serait Jenny Catamo. Et je ne peux plus. Je ne peux plus. Donc le joueur sur qui Sunderland s'est vraiment le plus rapproché pour l'instant, c'est Jenny Catamo, voilà, le Mozambicain, international. Le Sporting en demande quand même 35 plus 5 de bonus, donc c'est quand même beaucoup. Maintenant, voilà, quand on voit un peu ses statistiques avancées, c'est pas mauvais. Cela dit, c'est quand même un joueur qui, j'ai l'impression, quand même, je vous laisse un peu mettre pause, regarder un petit peu tout ça. Je trouve que c'est du très bon, c'est un graphique du très bon HB Data. Donc n'hésitez pas à aller follow, voilà, @homobob92. Il sort souvent des très bons graphiques comme ça, et je les trouve limite meilleurs que sur Data Scout. Moi, Jilin Katamo, je trouve que ça a l'air d'être un bon joueur. J'ai aussi regardé beaucoup de vidéos de lui, mais que je peux pas vous faire voir là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce que Sunderland a besoin? Je suis pas sûr. J'ai l'impression que c'est un petit peu dans le profil un Nilsson Angulo, en plus fort quand même, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il faut plus à Sunderland une autre piste, qu'on va parler un petit peu après, qui est peut-être moins dribbleur, qui est peut-être moins wingman, mais qui peut être plus susceptible de rentrer dans le collectif. Et justement, on continue avec le même, avec le graphique du même homme, MB Data. Pour parler de Timothy Weah, qui a du coup été lié avec Sunderland là cet été, il y a très peu.
Moi, Timothy Weah, j'en fais ma piste favori au poste de milieu droit, tout simplement dans le sens où c'est un milieu qui peut jouer déjà et arrière droit, et arrière gauche, et milieu gauche, et buteur, et milieu droit, et milieu gauche. Enfin, il peut jouer partout, piston droit, piston gauche, il peut jouer, il peut tout faire, et ça, c'est très très bien en première ligue. Surtout quand tu joues, là, on va avoir 4 compétitions à jouer, c'est énorme, donc un mec qui peut dépanner partout, ça nous arrange. Et pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que c'est le milieu droit, c'est son poste favori. L'année dernière, il jouait piston avec Marseille, ça a été le meilleur Marseillais de la saison. Moi, j'adore Timothy Weah, c'est un joueur vraiment qui sait être décisif, mais qui sait aussi, voilà, tu sais, faire juste la bonne passe, quoi. Il ne va pas chercher en fait la passe D ou le but, on le voit d'ailleurs cette saison, hein. De but de passe D, et pourtant c'est le meilleur Marseillais cette saison. Et ne vous détrompez pas, à son poste de latéral offensif, il a joué quasiment toute la saison piston. C'est surtout quand Roberto De Zerbi est parti, qu'il a commencé à jouer vraiment latéral droit plus défensif. Mais on a vu d'ailleurs une petite régression de sa part à ce poste-là. Il a vraiment besoin de manger du couloir sur le côté droit. Et voilà, moi, Timothy Weah, j'en ferai mon favori. Euh, Par rapport au central, je pense qu'on Meunier peut dépanner à ce poste. Je pense qu'on l'a peut-être même pris par rapport à ça. Ou sinon, on verra parce qu'on a déjà en fait 2 arrière droits de métier avec Mukiele et Trey Oum. Peut-être que Régis Lebris voit Mukiele central et Meunier, Trey Oum arrière droit. On verra bien. Il nous faut un milieu de terrain en plus. Un mec un peu à la profil d'un Chaka, un jeune et un peu. Bon, je suis pas scout, hein, je vais pas vous proposer des joueurs, mais voilà, j'espère que Sunderland va réussir à trouver ce milieu de terrain parce que je pense qu'il est impératif. Parce qu'au milieu de terrain, tu as vraiment besoin de pouvoir faire souffler Granit Xhaka. On va se projeter maintenant un peu sur la saison prochaine très rapidement, du coup en faisant aussi peut-être l'équipe type de cette année. On va d'abord parler du calendrier avec pour commencer un déplacement chez le promu Ipswich Town qui est en train de faire un gros mercato. On vous sortira aussi l'autopsie des promus avec Championship France, pardon. On a vraiment hâte d'en parler. Voilà, on a vu qu'ils ont repris Enciso, des très gros transferts. Ensuite, on reçoit Fulham, on se déplace à Brentford, on reçoit Arsenal, on se déplace à City. Donc 5 premiers matchs qui vont être très difficiles, notamment ces trois-là. Ces trois-là, ça va être 3 matchs très durs. J'écarte pas non plus Fulham, mais c'est vrai que le Fulham de Arbeloa, moi Arbeloa, il m'a jamais, enfin à Madrid, il m'a vraiment pas fait grandement kiffer. Donc moi Fulham, je les mets un peu dans mes potentiels flops, mais attention. Donc voilà, en fait, pour moi, ce sera la compo type un petit peu cette saison, cette équipe-là, avec du coup Isidore en remplaçant de Broby, Angulo en remplaçant de Talbi, Jocelyn Tabi en remplaçant de Timothy Weah, Chris Rigg en remplaçant de Enzo Lefebvre, Sadiki, on aura Habib Diarra pour le suppléer, Chaka, une potentielle recrue. Voilà, donc j'ai mis Weah et Metali en espérant du coup qu'on les signe évidemment. Metali du coup avec Renido en doublure. Alderete Ballard, évidemment, avec Onayen et une potentielle recrue en doublure, ou même une potentielle recrue à la place de Ballard, ou même à la place d'Alderete. Et Mukiele, ou alors on met, comme on a dit, on met Mukiele ici, et ici on met Trey Oum, et on met en remplaçant Thomas Meunier. Donc voilà, on a de quoi faire en tout cas, et Robin Roofs au goal, et en remplaçant Elborg. Donc voilà les frérots, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, c'était une première pour moi en solo, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et à la partager à vos potes, etc., à la commenter, et nous on se retrouve dès dimanche les mecs, pour une vidéo sur Chelsea, retour du format à plusieurs. Donc voilà, je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, et une bonne saison de Première Ligue.